Imaginez que vous soyez amoureuse de l'homme que vous considérez comme votre âme sœur, que vous lui fassiez confiance de tout votre cœur et que, en une seule nuit, tout s'écroule lorsqu'il vous révèle un visage dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. C'est exactement ce qui m'est arrivé, à moi, Julia Bennett, et ce qui avait commencé comme une nuit ordinaire avec mon fiancé a fini par devenir le cauchemar qui allait changer ma vie pour toujours. Je m'appelle Julia, j'ai 20 ans et, jusqu'à il y a 15 jours, je croyais vivre un conte de fées. Connor Wilson, 26 ans, était l'homme parfait, attentionné, respectueux, et surtout, quelqu'un qui semblait apprécier mes convictions sur le fait d'attendre le mariage pour avoir des relations intimes. Nous étions ensemble depuis 2 ans et fiancés depuis 3 mois, prévoyant notre mariage pour l'été prochain. En cette nuit fatidique, nous étions chez lui, allongés sur son lit, à parler de nos projets d'avenir. C'était quelque chose que nous faisions souvent, partager nos rêves tout en nous câlinant innocemment avant d'aller au lit. Connor connaissait mes limites, il connaissait mes valeurs familiales et religieuses. Il disait toujours qu'il admirait ma détermination à rester fidèle à mes principes. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi, sauf ?» disait-il en tenant ma main entre les siennes. « C'est ta force de volonté, ta pureté. On ne trouve pas ça de nos jours. » Des mots vides de sens, comme j'allais le découvrir ce soir-là. Lorsque les lumières se sont éteintes et que nous nous sommes endormis, j'ai senti ses mains commencer à explorer des parties de mon corps qu'elles n'avaient jamais touchées auparavant. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un simple geste d'affection, mais je me suis vite rendu compte que ces caresses avaient une autre intention. « Connor, qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je avec un rire nerveux, essayant de dissimuler mon malaise grandissant. Il n'a pas répondu. Il continua, comme si ma question n'avait pas d'importance. « Tu sais qu'on ne peut pas, n'est-ce pas ? Nous avons convenu d'attendre, lui ai-je rappelé, en essayant de garder ma voix légère, ne voulant pas créer une situation embarrassante. C'est alors qu'il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Je me fous de ce qui est autorisé ou non. La froideur de sa voix. Ce n'était pas le Connor que je connaissais. C'était comme si un masque était tombé et avait révélé un étranger portant le visage de l'homme que j'aimais. J'étais paralysée, incapable de réagir alors qu'il continuait. Mon esprit était court-circuité, partagé entre le choc, la peur et la confusion. Ce n'était pas l'homme avec lequel j'avais prévu de passer le reste de ma vie, n'est-ce pas ? Comment quelqu'un pouvait-il changer aussi radicalement en quelques secondes ? Après quelques minutes angoissantes, il a commencé à m'embrasser plus intensément et m'a demandé de faire quelque chose pour lui. Quelque chose qui dépassait toutes les limites que nous avions établies dans notre relation. « Non », répondis-je en laissant échapper un rire forcé, tentant de relâcher la tension. Peut-être qu'il plaisantait, pensais-je désespérément. Peut-être que ce n'était qu'un test stupide. Mais ce n'était pas une blague. Il m'agrippa fermement le bras et répéta sa demande, sa voix devenant plus dure, presque méconnaissable. J'ai dit non, Connor, répétai-je, sentant mon corps trembler. D'un seul geste, je me suis levée et j'ai couru jusqu'à la salle de bain, le seul endroit où je pensais pouvoir me cacher, me donner le temps de réfléchir, de respirer. Ce qui s'est passé ensuite me hante encore aujourd'hui. Connor m'a suivi, poussant la porte que j'essayais de fermer. Ses yeux, toujours doux et aimants, étaient maintenant froids et déterminés d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu ne quitteras pas cette salle de bain tant que tu ne m'auras pas donné ce que je veux, » dit-il en fermant la porte derrière lui. Je peux attendre toute la nuit. Mon cœur s'est emballé. C'était comme si le monde s'écroulait. Qui était cet homme? Qu'était-il arrivé au Connor qui avait promis de me respecter, de me protéger, de m'aimer tel que j'étais? Je peux attendre moi aussi, ai-je répondu, essayant de trouver le courage dans ma voix. Je me suis assise sur le bord de la baignoire, essayant de montrer ma détermination, de prouver qu'il ne m'intimiderait pas. C'est à ce moment-là que les choses ont empiré. Connor m'a saisi par l'épaule et m'a violemment tiré vers le sol. Mes genoux ont heurté le carrelage avec un impact qui a envoyé des vagues de douleur dans mes jambes. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la terreur que j'ai ressentie lorsque j'ai regardé dans ses yeux et que je n'ai pas reconnu la personne qui me fixait. À ce moment-là, j'ai su que j'avais perdu le contrôle de la situation. La peur m'a paralysée alors qu'il restait ferme dans sa demande. Et j'ai cédé. Non par désir, non par amour, mais par pure terreur. Chaque seconde était une éternité d'humiliation et de violation alors que j'accomplissais l'acte qu'il demandait, des larmes silencieuses coulant sur mon visage, mon corps tremblant de façon incontrôlable. Si cette histoire vous angoisse, imaginez ce que c'était que de la vivre. Continuez à suivre pour comprendre comment j'ai réussi à faire face à cette situation dévastatrice.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir les histoires vraies comme la mienne, que beaucoup de gens vivent malheureusement en silence. Après cette horrible nuit, Connor a fait comme si rien ne s'était passé. Il a séché mes larmes, m'a aidé à me relever du sol froid de la salle de bain et d'une voix étrangement douce, m'a demandé de garder le silence sur ce qui s'était passé. « Sophie, c'est entre nous », murmure-t-il en me caressant le visage avec une douceur qui me semble maintenant fausse. C'est normal que les couples fassent ce genre de choses. Si tu le dis à quelqu'un, il pensera que nous n'attendons plus le mariage, et cela ternira ta réputation. Mon esprit était si confus que je l'ai presque cru. Presque. Mais les marques rouges sur mes genoux et la douleur profonde dans ma poitrine ne mentaient pas. Le lendemain matin, il m'a raccompagné chez moi comme si nous avions passé une soirée tout à fait normale ensemble. Nous n'avons échangé que quelques mots dans la voiture. Il a allumé la radio, fredonné les chansons et m'a même demandé ce que j'aimerais manger ce week-end. C'était surréaliste. Comment pouvait-il agir ainsi après ce qu'il avait fait? « Tu es si calme aujourd'hui », a-t-il commenté lorsqu'il s'est garé devant chez moi. Oublions ce qui s'est passé, d'accord? C'était juste un moment. Nous sommes ensemble depuis 2 ans, ce sont des choses qui arrivent. Je l'ai regardé, incapable de répondre. Qui était cet homme? Comment se fait-il que je n'ai pas réalisé ce côté de lui avant? Je t'aime, a-t-il dit en se penchant pour m'embrasser. J'ai détourné le visage, me sentant nauséeuse. Son baiser a touché ma joue et j'ai vu une brève expression d'irritation passer sur son visage avant d'être remplacée par un sourire forcé. « Je t'appellerai plus tard », a-t-il marmonné lorsque je suis sortie de la voiture, sans attendre de réponse. Je suis entrée dans la maison en me sentant comme une coquille vide. Ma mère était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, et elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. « Julia? Tu vas bien, ma chérie ?» J'ai forcé un sourire. « Je suis juste fatiguée, maman. »« Tu es pâle », insiste-t-elle en s'approchant de moi et en me touchant le front. « Et tu trembles. Il s'est passé quelque chose ?» Les mots de Connor ont résonné dans mon esprit. C'est entre nous. La honte et la peur m'ont fait taire. « J'ai mal dormi », répondis-je en évitant son regard inquiet. « Je vais me reposer. » Les 2 jours suivants, je n'ai pas quitté mon lit, sauf pour aller aux toilettes. J'ai dit à ma mère que j'avais un gros rhume. Connor m'a envoyé des messages de plus en plus impatients. « Pourquoi tu ne réponds pas? Tu es en colère contre moi? Allez, Sophie, ne sois pas dramatique. Si tu es bouleversée par ce qui s'est passé, il faut qu'on en parle en personne. » Le 3e soir, il a débarqué chez moi à l'improviste. J'ai entendu sa voix dans le salon, en train de discuter avec mes parents. Ils l'ont toujours adoré. Connor, le garçon responsable, mature, avec un bon travail et un avenir prometteur. Connor, qui respectait les valeurs familiales. Connor, qui traitait sa précieuse fille comme une princesse. Le nœud dans mon estomac s'est resserré lorsque j'ai entendu ses pas monter les escaliers. On frappa doucement à la porte, puis sa voix, faussement douce. « Sophie, puis-je entrer? Tes parents m'ont dit que tu étais malade. » J'ai fermé les yeux, souhaitant qu'ils disparaissent. Mais la porte s'est quand même ouverte, et il était là, un bouquet de fleurs à la main, avec ce sourire qui me donnait la chair de poule, alors qu'avant, il me donnait la chair de poule. « Qu'est-ce que tu fais là ?» murmurai-je en remontant la couverture jusqu'à mon menton pour me protéger. « Je suis venu te voir, bien sûr. » Il s'est approché et s'est assis sur le bord de mon lit. « Tu ne réponds pas à mes messages. Je suis inquiet. » Inquiet. Le mot est sorti comme un rire amer. Tu m'as forcé à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Tu m'as fait du mal. Son expression changea instantanément. Le sourire disparut, remplacé par une froideur calculée que je reconnaissais maintenant comme sa véritable personnalité. Ne sois pas ridicule, Sophie. Je ne t'ai pas forcé à faire quoi que ce soit. Tu aurais pu dire non. J'ai dit non. Plusieurs fois. D'un geste brusque, il dépose les fleurs sur ma commode. Tu exagères. Nous sommes fiancés. C'est normal que les couples aient des moments d'intimité. Tu m'as tiré par terre, ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. Mes genoux sont encore meurtris. Connor a roulé des yeux, comme si j'étais une enfant gâtée. C'était un accident. Tu en fais quelque chose de beaucoup plus important que ça ne l'est vraiment. Il s'est penché vers moi, essayant de me prendre la main, mais j'ai reculé. Quelque chose s'est assombri dans ses yeux. Sophie, tu me fais passer pour un monstre. Je t'aime. Tout ce que j'ai fait,
c'est essayer de nous rapprocher un peu plus. Les larmes ont continué à couler, et j'ai commencé à me demander s'il n'avait pas raison. Peut-être que je réagissais de manière excessive. Peut-être que c'était normal et que je ne comprenais pas comment fonctionnaient les relations. Puis il a dit quelque chose qui a dissipé tous les doutes. D'ailleurs, tu devrais être heureuse que j'ai choisi de rester avec toi malgré tout. Beaucoup d'hommes ne seraient pas patients avec cette histoire d'attente jusqu'au mariage. Tu devrais être reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un qui respecte tes limites. La plupart du temps. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. La plupart du temps? Je suis humain, Sophie. J'ai des besoins. Et tu es ma fiancée. C'est ton rôle de me satisfaire, même si tu n'en es pas là. À ce moment-là, quelque chose en moi a craqué. Le brouillard de la confusion a commencé à se dissiper et j'ai tout vu clairement pour la première fois. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas normal. Et je n'étais pas folle de me sentir violée. Je pense que tu devrais partir, ai-je dit, d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Il a ri, comme si j'avais raconté une blague particulièrement idiote. Ne sois pas ridicule. On est en train de parler. Non, Connor. Je te demande de quitter ma chambre. Maintenant. Son visage se contorsionna en une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de colère et d'incrédulité. Pendant un instant effrayant, j'ai cru qu'il allait m'attraper sur le champ, mais j'ai entendu les pas de ma mère dans le couloir. « Tout va bien là-dedans » demanda-t-elle à travers la porte. Connor força immédiatement un sourire, même si son regard restait froid. « Oui, Madame Bennett. J'essaie juste de remonter le moral de notre patient. »« Je vais vous chercher du thé, » répondit-elle, et ses pas s'éloignèrent. Connor se pencha vers moi et me chuchota à l'oreille. « Tu es déraisonnable à cause de la fièvre. Je vais partir maintenant, mais nous reviendrons sur cette conversation quand tu auras les idées claires. Et n'oublie pas, Sophie, que ce qui s'est passé est notre secret. Si tu dis quoi que ce soit, tu auras l'impression que nous avons fait des choses que nous n'aurions pas dû faire, et cela détruira ta réputation. Réfléchis Y. » Il m'embrassa sur le front, ignorant que je grimaçais à son contact, et quitta la pièce quelques instants avant que ma mère ne revienne avec les tasses de thé. « Où est Connor » demanda-t-elle, confuse. « Il a dû partir » ai-je répondu, la voix tremblante. « Le travail. » Elle a posé le plateau sur la table de nuit et s'est assise sur le bord du lit, exactement là où Connor se trouvait quelques minutes auparavant. Mais son contact avec mon front était doux, maternel, plein d'une véritable inquiétude. « Sophie, je commence à m'inquiéter pour toi. Ce n'est pas seulement la grippe, n'est-ce pas? Il y a autre chose. » Je l'ai regardée, ma mère, qui m'avait toujours protégée, qui m'avait enseigné le respect et les valeurs, qui faisait confiance à Connor presque autant que moi. Comment pouvais-je détruire cette confiance? Comment admettre ce qui s'était passé, ce que j'avais laissé faire? Mais une question encore plus effrayante m'est venue à l'esprit. Et si je ne disais rien? Et si je continuais avec Connor, sachant de quoi il était capable? Que pourrait-il faire d'autre à l'avenir, lorsque nous serions mariés, lorsque je serais encore plus vulnérable? La décision que je prendrais dans les prochaines minutes changerait le cours de ma vie. Et tandis que je fixais les yeux inquiets de ma mère, j'ai ressenti la première lueur de clarté depuis cette terrible nuit. « Maman, » ai-je commencé, ma voix n'étant guère plus qu'un murmure, « si je te dis quelque chose, tu me promets de ne rien faire d'y réfléchi ?» Elle m'a pris la main, ses yeux reflétant une véritable inquiétude. « Julia, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Des années d'éducation à la pudeur, à la honte et à la modestie me pesaient lourdement. Mais l'alternative, rester avec Connor, l'épouser en sachant qui il était vraiment, me semblait insupportable. Connor m'a forcé à faire quelque chose que je ne voulais pas faire, murmurai-je enfin, incapable de la regarder dans les yeux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je sentis sa main serrer la mienne, son souffle retenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa voix était contrôlée, mais je pouvais y voir de la fureur. Entre deux sanglots, je lui ai tout raconté. La nuit dans sa chambre, comment il a commencé à me toucher, comment il a ignoré mes « non » répétés, comment il m'a traîné sur le sol de la salle de bain, comment il m'a forcé à accomplir un acte intime contre ma volonté. J'ai parlé de la honte, de la confusion, de la façon dont il a essayé de normaliser ce qui s'était passé. Lorsque j'ai terminé, j'ai vu ma mère transformée. Son visage était pâle, ses lèvres comprimées en une fine ligne, ses yeux flamboyants d'une colère que je n'avais jamais vue auparavant. « Je vais appeler ton père » dit-elle en se levant. « Non.
S'il te plaît, ai-je supplié. Il sera furieux. Oui, il sera furieux, a-t-elle convenu. Et il a toutes les raisons de l'être. Mon père est arrivé à la maison en un temps record. Ma mère lui avait déjà expliqué la situation et il est venu directement dans ma chambre. Je ne l'ai jamais vu aussi secoué. Mon père, toujours calme et mesuré, tremblait à présent d'une rage à peine contenue. « Princesse, dit-il en s'asseyant à côté de moi. Je suis fier que tu nous l'aies dit. Sont-ils en colère contre moi? Demandai-je, redoutant la réponse. Contre toi. La surprise dans sa voix était sincère. Julia, c'est toi la victime. Nous sommes en colère contre ceux. Il ne put terminer sa phrase, sa colère le rendant momentanément muet. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demandai-je, à la fois soulagé et terrifié. Mes parents ont échangé des regards déterminés. D'abord, dit ma mère, nous allons à l'hôpital pour constater tes blessures. Et ensuite au poste de police, a ajouté mon père. La peur m'a envahi. Je ne peux pas. Tout le monde va savoir. Personne ne saura rien que tu ne veuilles partager, m'a assuré ma mère. Mais ce qu'il a fait est un crime, Julia. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. À l'hôpital, j'ai été gentiment examinée par un médecin qui a constaté les bleus sur mes genoux et a écrit mon récit des faits. Au poste de police, un policier m'a interrogé dans une salle privée et a enregistré ma déposition. Dans les deux cas, j'ai été traitée avec respect et compassion, ce qui m'a surprise. J'avais tellement peur d'être jugée. Vous faites ce qu'il faut, m'a assuré la policière. Beaucoup de jeunes femmes n'ont pas le courage de porter plainte. Alors que nous attendions la suite des événements dans le couloir du commissariat, mon téléphone portable n'arrêtait pas de vibrer. Connor me bombardait de messages. Où es-tu? Pourquoi ta mère ne répond pas à la porte? Tu leur as dit, n'est-ce pas? Tu exagères, Sophie. Ça va nous gâcher la vie. Qu'est-ce qu'ils penseront de toi quand ils sauront ce que tu m'as fait? Le dernier message m'a fait frémir. Il essaie de m'intimider. Ai-je montré à mes parents? Mon père a pris le téléphone, lu les messages et l'a tendu à la policière, qui a hoché la tête d'un air sombre. Cela servira de preuve. 3 heures plus tard, lorsque nous avons finalement quitté le poste de police, une ordonnance de protection était déjà en place. Connor n'avait plus le droit de m'approcher ou de me contacter de quelque manière que ce soit. Il sera convoqué pour témoigner, a expliqué le policier. Et l'affaire sera transmise au procureur. Sur le chemin du retour, je me suis sentie étrangement légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. En même temps, j'étais épuisée, physiquement et émotionnellement. Je suis fière de toi, ma fille, m'a dit mon père en me regardant dans le rétroviseur. Il a fallu beaucoup de courage. Cette nuit-là, j'ai dormi sans cauchemar pour la première fois depuis l'incident. Mais la paix a été de courte durée. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec ma mère qui entrait dans la chambre, l'air inquiet. La mère de Connor est en bas, dit-elle. Elle veut te parler. J'ai eu mal au ventre. Je ne veux voir personne. Tu n'as pas à le faire. Ton père s'en occupe. De ma chambre, j'ai entendu des voix discordantes. Madame Wilson, manifestement bouleversée, et mon père, calme mais ferme. Mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Les preuves disent le contraire, Martha. Elle ment. Elle l'a probablement regretté plus tard et a inventé cette histoire. Je vous demande de quitter ma maison. Maintenant. La porte a claqué et mon père est apparu dans la pièce. Elle est partie, mais elle est très secouée, dit-il. Il semble que Connor lui ait raconté une version très différente de l'histoire. Qu'a-t-il dit? Demandai-je, redoutant la réponse. Mon père hésite. Que vous avez eu un moment intime consensuel et que vous l'avez regretté par la suite, inventant cette histoire de peur de décevoir vos parents. Les larmes ont coulé instantanément. Il essaie de me faire passer pour une menteuse. Personne qui te connaît ne le croira, m'a assuré ma mère. Mais les choses ont empiré. Cet après-midi-là, j'ai commencé à recevoir des messages d'amis de l'église, certains me soutenant, d'autres mettant en doute ma version. Il est vite apparu que Connor avait diffusé sa version de l'histoire à toutes nos connaissances, se présentant comme la victime d'une fiancée manipulatrice qui s'était repentie, après un moment d'intimité. Je me suis écriée en lisant les messages. Comment a-t-il pu faire ça? Ce n'est pas assez ce qu'il a fait, maintenant il détruit ma réputation. C'est ce que font les agresseurs, m'a expliqué ma mère en me serrant dans ses bras,
Ils manipulent, mentent et essaient d'isoler leurs victimes. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Si Connor voulait jouer au plus malin, je lui montrerais la vérité. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai commencé à écrire un long message, détaillant exactement ce qui s'était passé cette nuit-là, sans omettre aucun détail douloureux. J'y ai joint des photos des bleus sur mes genoux et des captures d'écran des messages de menaces qu'il m'avait envoyés. Mon père, inquiet, m'a demandé si j'étais sûre de ce que j'avançais. Absolument, ai-je répondu, sentant une nouvelle détermination grandir en moi. Je ne vais pas le laisser contrôler le récit. Je ne vais pas me cacher comme si j'avais fait quelque chose de mal. J'ai envoyé le message au groupe de jeunes de notre église, à mes amis les plus proches et à leurs parents. La vérité éclate au grand jour, crue et indéniable. La réaction a été immédiate et écrasante. La réponse à mon message a fait l'effet d'un tsunami. En quelques heures, des dizaines de personnes m'ont envoyé des messages de soutien. Le plus surprenant a été de découvrir que je n'étais pas la seule victime de Connor. 3 autres filles de l'église ont pris contact en privé, révélant qu'il s'était montré tout aussi agressif à leur égard dans des situations similaires. Je n'ai jamais eu le courage de parler, a avoué Jessica, une fille qui avait brièvement fréquenté Connor 2 ans plus tôt. Il m'a convaincu que j'exagérais, que c'était normal. Lorsque nous avons rompu, il a répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais frigide et trop prude. Les histoires se ressemblaient étrangement, le même schéma de coercition, de manipulation et d'éclairage au gaz. Connor avait un système et je n'étais que sa dernière victime, la seule à avoir osé le dénoncer publiquement. Le pasteur de notre église, d'abord hésitant, a organisé une réunion avec mes parents et moi. J'avoue que j'y suis allée avec inquiétude, craignant d'être jugée ou interrogée. À ma grande surprise, il s'est montré compatissant et direct. « Julia, j'ai lu ton message et j'ai parlé aux autres filles », a-t-il dit gravement. « Je veux que vous sachiez que la congrégation vous soutient. Connor et sa famille ne sont plus les bienvenus dans notre église jusqu'à ce qu'ils reconnaissent ses actes et cherchent une aide professionnelle. » La nouvelle s'est rapidement répandue. Les Wilson, qui étaient auparavant une famille respectée dans la communauté, étaient désormais confrontés à l'ostracisme social. La mère de Connor, qui m'avait d'abord attaqué, a été contrainte de reconnaître la vérité lorsque les autres victimes se sont manifestées. Elle est venue chez nous une semaine plus tard, seule et visiblement ébranlée. « Je suis venue demander pardon », a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. « Je ne voulais pas croire que mon fils était capable d'une telle chose. Mais maintenant, avec tant d'histoires similaires. »« Où est Connor ?» demande mon père, toujours méfiant. « Il est parti vivre avec un oncle dans un autre état », a-t-elle répondu. Lorsque les autres filles se sont manifestées, lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait plus manipuler le récit, il s'est enfui. Une partie de moi s'est sentie soulagée qu'il soit parti. Une autre partie voulait qu'il soit confronté aux conséquences juridiques de ses actes. La procédure pénale se poursuivrait, avec ou sans sa présence physique. 2 semaines après l'incident, je suis retournée à l'université. Il était difficile d'affronter les regards et les chuchotements, mais à ma grande surprise, j'ai trouvé plus de soutien que de jugement. Plusieurs collègues sont venus me voir pour me remercier d'avoir eu le courage de dénoncer un agresseur. « Vous nous avez donné une voix », m'a dit l'un d'eux. Beaucoup d'entre nous ont vécu des situations similaires et se sont tus. Le semestre a été difficile, mais j'ai trouvé de la force dans un groupe de soutien pour les victimes d'abus. J'y ai appris que mon histoire n'était malheureusement pas unique. J'ai appris à connaître les schémas d'abus, le consentement et la manière de reconnaître les signes d'alerte dans les relations. Et surtout, j'ai appris que je n'avais rien à me reprocher, que c'était entièrement de sa faute. Connor n'est jamais revenu pour répondre aux accusations. Des connaissances communes m'ont dit qu'il avait refait sa vie dans un autre état, probablement à la recherche de nouvelles victimes qui ne connaissaient pas son passé. Mais sa réputation l'a suivi en ligne. Mon récit détaillé avait été largement partagé et plusieurs personnes de sa nouvelle communauté avaient été alertées. 6 mois après l'incident, j'ai reçu une notification inattendue. Connor avait été arrêté dans son nouvel état pour des faits similaires. Apparemment, il n'avait pas retenu la leçon et avait tenté d'adopter le même comportement prédateur avec une jeune femme qui, heureusement, connaissait mon histoire et avait immédiatement reconnu les signes. Le soulagement que j'ai ressenti est indescriptible. Enfin, il allait devoir faire face aux conséquences de ses actes. Le procureur chargé de l'affaire m'a contacté, m'expliquant que mon témoignage servirait à établir un modèle de comportement, renforçant ainsi le nouveau dossier monté contre lui. « Votre courage de parler a créé un effet domino »,
a déclaré le procureur. Vous avez évité à d'autres femmes de vivre la même chose. 1 an après cette terrible nuit, je me suis assise au tribunal pour témoigner contre Connor. Il semblait plus petit, moins intimidant que dans mes souvenirs. Lorsque nos regards se sont croisés, c'est lui qui a détourné les yeux en premier. Mon témoignage était clair et direct. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas hésité et je ne me suis pas laissé intimider par sa présence. Les autres victimes ont également témoigné, chaque histoire renforçant le modèle d'abus. Connor a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation et condamné à 5 ans de prison, ainsi qu'à un enregistrement permanent en tant que délinquant sexuel. À l'annonce de la sentence, j'ai senti un poids énorme s'envoler de mes épaules, enfin la justice. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je suis une personne différente. Je crois toujours qu'il faut attendre le mariage, mais je comprends maintenant que la vraie pureté ne réside pas dans les règles ou les traditions, mais dans le respect et le consentement mutuel. Je suis devenue conseillère sur le campus pour les victimes d'abus sexuels, utilisant mon expérience pour aider d'autres jeunes femmes à reconnaître les relations abusives et à chercher de l'aide. Quant à ma famille, nos liens ont été renforcés par cette épreuve. Mes parents n'ont jamais douté de moi, ne m'ont jamais jugée et m'ont soutenue à chaque étape. Leur confiance et leur amour inconditionnel ont été essentiels à mon rétablissement. J'ai encore des jours difficiles. Il arrive qu'un contact inattendu ou un commentaire innocent me ramène à cette nuit dans la salle de bain. Mais ces flashbacks deviennent moins fréquents et moins intenses avec le temps et la thérapie. Ce que j'ai appris grâce à cette expérience douloureuse, c'est que notre voix est l'arme la plus puissante dont nous disposons. Le silence protège les agresseurs, la vérité les expose. En racontant mon histoire, j'ai non seulement cherché à obtenir justice pour moi-même, mais j'ai également créé un espace sûr pour que d'autres victimes puissent s'exprimer. Si vous vivez une situation similaire ou si vous connaissez quelqu'un qui la vit, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, à révéler la vérité, à dire non, et à être respecté pour cela. Votre histoire compte. Votre voix compte. Et ensemble, nous pouvons briser le cycle des abus et du silence. Ce voyage m'a appris que la véritable force ne réside pas dans le fait de garder des secrets douloureux, mais d'avoir le courage de les exposer à la lumière. Que nous ne sommes pas définis par les traumatismes que nous subissons, mais par la façon dont nous choisissons de nous relever après eux. Et si vous avez regardé jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir des histoires vraies comme la mienne, qui peuvent aider d'autres personnes à trouver le courage de dénoncer les abus. Ensemble, nous pouvons faire la différence, une histoire à la fois.